Bonjour à tous. Déjà, je tiens à vous remercier d'être arrivé sur cette vidéo. J'imagine que si c'est le cas, c'est que vous êtes sans doute en recherche d'informations sur le sujet de la perversion narcissique, ou peut-être que vous-même, vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique. Donc je vais vous donner, pour commencer, les raisons qui m'ont poussé à faire cette vidéo. La première, c'est que je me suis énormément documenté sur le sujet, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai regardé énormément de vidéos et j'ai constaté qu'on évoquait beaucoup ce sujet en rapport avec le genre masculin. Et pour autant, je pense que ce n'est pas un sujet qui se limite au genre masculin, mais qu'on peut effectivement trouver des perverses narcissiques du côté féminin. Pour autant, je suis également tombé sur de très bons articles et de très belles vidéos sur le sujet du côté féminin, donc que je me permettrai de vous mettre en description de la vidéo afin que vous puissiez avoir un regard plus complet et plus large sur le sujet, et surtout de la part de personnes qui sont peut-être plus disposées à en parler que moi. La deuxième raison, c'est que je sors moi-même d'une relation avec une perverse narcissique, et j'espère que mon expérience, en tout cas je l'espère vraiment, pourra vous apporter quelque chose et peut-être trouver des clés de compréhension pour soit mettre un terme à cette relation, soit, ou si vous prenez le parti de rester dans ce type de relation, pour essayer d'améliorer justement votre relation. Même si à mes yeux, je pense qu'il est très difficile de pouvoir modifier le comportement de un ou une perverse narcissique. Je me permets également de vous préciser dès le départ que la vidéo sera assez longue, de par le fait que je ne suis pas narrateur, je ne suis pas professionnel de réalisation de vidéos sur YouTube, et je pense que c'est même la première fois que je réalise une vidéo de ce type. Et donc la vidéo sera assez longue, je vais quand même essayer d'être le plus synthétique possible et de résumer au mieux les faits, afin que vous puissiez, comme je vous l'ai dit précédemment, avoir des clés sur le sujet. Le premier point qu'on va aborder ensemble, ça va être le profil de la personne avec qui j'étais, qui donc à mes yeux est une perverse narcissique. C'est une femme d'une trentaine d'années qui, à l'époque où on s'est rencontrés, était en couple avec un homme qui, à ses yeux, était un pervers narcissique. Alors, justement, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir accès à son compagnon de l'époque et à une partie de son entourage, et j'ai très vite compris qu'au sein de leur relation, au final, c'était elle, la perverse narcissique, et lui était un homme soumis, un homme avec peu de caractère, et finalement qui se laissait marcher dessus sans trop rechigner à ça, on va dire. Et c'est ce qui permettait à Chloé, je précise tout de suite que j'emploierai des noms fictifs et des lieux fictifs afin qu'on ne puisse pas remonter à cette personne, parce que le but n'est pas d'être un esprit vengeur ou un esprit mesquin ou de lui faire du mal si quelqu'un lui envoyait la vidéo. Ce que j'en ai déduit donc, c'est que c'était elle, Chloé, la perverse narcissique au sein du couple, et le fait que son compagnon de l'époque soit quelqu'un donc soumis, sans que ce soit condescendant, même si le terme est fort, et soit en manque de caractère, lui permettait finalement de pouvoir jouir de ce qu'elle pouvait lui imposer. Parce que si vous n'avez pas encore fait de recherche sur le sujet, ou si vous découvrez ce qu'est la perversion narcissique, une ou un pervers narcissique a besoin d'extérioriser ses défauts et de prendre un ascendant psychologique sur sa victime ou sur sa proie. Donc Chloé était en relation avec cet homme depuis 10 ans. Cette relation n'était pas une relation saine, de par le fait que Chloé est tombée malade très rapidement, vers ses 19 ans, 20 ans, et elle n'était pas sûre de pouvoir avoir un enfant par la suite à cause de sa maladie. Et donc, elle a fait un enfant très rapidement avec son compagnon de l'époque, de crainte de ne pas pouvoir devenir mère. Ce que je peux comprendre. J'imagine que ce n'est pas le cas de toutes les femmes, mais je pense qu'une majorité des femmes a quand même pour but de mettre au monde, et je ne peux pas remettre en question ce choix qu'elle a fait, mais quelque part, comme elle me l'avait confié par la suite, en agissant de la sorte, elle s'était fait prisonnière de cet homme parce qu'elle ne voulait pas le quitter ensuite pour ne pas faire mal à ses enfants. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Moi, ce que j'en ai déduit des informations que j'ai pu glaner, et des informations que j'ai pu avoir de par une partie de son entourage
et une amie qu'on avait en commun. Je pense qu'elle est surtout restée avec lui parce que trouver une proie aussi docile quand on est une ou un pervers narcissique, ce n'est pas forcément une chose facile, et finalement elle l'avait trouvé avec un confort matériel aussi qui pouvait lui permettre d'assurer, on va dire, son avenir. Chloé avait une trentaine d'années. Elle avait rejoint le centre de la France en quittant le sud avec son compagnon et s'était retrouvée quelque part un peu isolée de son entourage et de ses proches en suivant son compagnon. Donc c'était à la fois une relation qui était un peu destructrice pour elle, mais pour autant elle n'avait pas l'air malheureuse de sa situation. Et finalement, celui qui souffrait vraiment de cette relation, c'était donc son compagnon. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est que, je vais l'appeler Mathéo pour son compagnon de l'époque. Mathéo, au bout de 10 années de vie commune, a pris le parti de tromper Chloé. Alors ce que j'en ai déduit, et sur ça, pour avoir côtoyé Chloé pendant un certain temps au quotidien, je pense tout simplement que Mathéo, de par son caractère très soumis donc, a décidé de s'émanciper de cette relation et de se diriger vers une autre femme en étant quelque part un peu exténué de par le caractère de Chloé. À la suite de cet adultère réalisé par Mathéo, Chloé a demandé le divorce et est tombée dans une forme de dépression. Alors, on dit généralement que le pervers narcissique ne peut pas tomber en dépression. Je pense que c'est pas une vérité absolue. Je pense qu'une perverse narcissique, je vais parler au féminin à chaque fois parce qu'on est sur le sujet d'une femme, je pense qu'elle a très mal vécu le fait d'avoir perdu sa proie, finalement, et quelque part aussi la possibilité de perdre ses enfants, de par le fait que qui dit divorce dit qu'il y aura une garde alternée ou alors une garde exclusive. Chloé est tombée dans cette dépression et c'est à ce moment-là où on s'est rencontrés véritablement et où moi j'ai pris le parti justement de me diriger vers elle. Je la connaissais déjà à l'époque où elle était avec Mathéo, mais de par le fait qu'ils étaient en couple et que je savais qu'ils avaient des enfants et qu'ils allaient se marier, j'avais plus ou moins pris le parti de m'éloigner de Chloé parce que je suis quelqu'un de bienveillant et d'empathique et je ne trouvais pas ça sain de rester à son contact tout en sachant qu'elle était déjà dans une relation. Donc Chloé est tombée dans une dépression assez lourde apparemment. Elle était tombée dans un poids aux alentours de 43 kilos. Elle était pas autant à son avantage physique qu'à la fin de notre relation. Et quand moi j'ai appris justement le fait que leur relation s'était terminée, j'ai pris le parti justement d'aller la rejoindre pour voir si le coup de cœur que j'avais eu pour elle en échangeant énormément avec elle, et bien si ce coup de cœur était réel. Il s'avère que quand je suis arrivé chez elle, effectivement, alors, on va pas parler de coup de foudre parce qu'on avait quand même déjà beaucoup échangé auparavant, mais en tout cas j'avais envie de vérifier si mon attirance pour elle était, on va dire, bien réelle et si on avait une possibilité de construire quelque chose ensemble. Donc à l'époque, elle était dans cette forme de dépression et c'est là où justement elle m'a confié que Mathéo était un pervers narcissique et qu'elle était restée 10 ans donc avec un pervers narcissique. Mais déjà à cette époque, ça m'a éveillé quelques soupçons parce que quand on avait discuté au départ de Mathéo, c'était donc quelqu'un de très soumis, très peu de caractère, qui se laissait marcher dessus. Et finalement, cela ne collait pas avec la définition d'un pervers narcissique. Donc on va dire que ça aurait dû être la première chose qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais Chloé était très douée pour se positionner dans la position de la victime. Et quelque part, de par l'attirance que j'avais pas pour elle, et une forme de naïveté aussi quelque part, j'ai décidé de prendre la position du chevalier blanc entre guillemets qui va arriver et qui va sauver la princesse en devenant son prince charmant. Alors je crois que c'est un trait qui est propre à beaucoup d'hommes.
Je l'assume sans aucun souci, et puis surtout j'étais très attiré par elle, et j'avais la sensation qu'on était même sur un événement du destin, c'est-à-dire que je m'étais éloigné d'elle parce qu'elle allait se marier, et au final elle était maintenant en phase de divorce, et donc quelque part on va dire que j'avais une chance de pouvoir tenter ma chance justement. Au final, je suis resté 2 jours chez elle durant cette période, et effectivement, alors on va appeler ça un coup de foudre, mais tout s'est fait très rapidement, de façon très intense et très passionnelle. Et à la suite de ça, je suis rentré chez moi, et finalement dans ma tête, je me suis dit que c'était peut-être soit le début de quelque chose qui pouvait vraiment être merveilleux, soit au regard du nombre d'hommes qu'elle pouvait avoir, parce que même si elle était relativement maigre à l'époque, Chloé reste une très belle femme, et finalement elle pouvait avoir d'autres hommes que moi, et je n'étais pas certain que la relation à distance pouvait fonctionner. À ma grande surprise, parce que pour être très franc avec vous, je ne m'y attendais pas, Chloé a pris le parti de me rejoindre assez vite sur Bordeaux. Elle est descendue plusieurs fois, et c'est à partir de ce moment-là où on s'est vraiment mis en couple ensemble, et c'est surtout à partir de ce moment-là où elle a commencé à se confier de plus en plus auprès de moi. Et c'est là où véritablement, alors, ce qu'on va appeler la phase de love bombing, parce que c'est le terme qui est employé pour cela, a véritablement démarré. Alors, dans un premier temps, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est qu'on dit souvent que les pervers narcissiques sont extrêmement condescendants et extrêmement virulents à l'égard de leur ex. Et il est vrai que la plupart de nos discussions tournaient beaucoup autour de Mathéo. C'est-à-dire que elle m'avait raconté que le jour de sa demande en mariage, ce jour-là, il était pitoyable. Je ne sais même pas encore pourquoi j'ai accepté. Mathéo ne m'aurait jamais défendu face à un autre homme. Il était complètement soumis, patati et patata. Et finalement, cela ne collait pas du tout avec la description d'un pervers narcissique. Donc ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais encore une fois, le pervers ou la perverse narcissique est un très bon comédien, donc ça a surtout éveillé en moi le côté sauveur, de me dire elle sort d'une relation très compliquée, elle a beaucoup souffert, ce qui était une de ses phrases favorites d'ailleurs, c'est j'ai beaucoup souffert par le passé. Je pense que c'est une phrase à laquelle il faut faire très attention, parce que ce n'est pas parce qu'on a souffert par le passé qu'on est en droit de rejeter sa souffrance passée sur les autres. Mais voilà, moi je l'écoutais énormément, et c'était un de nos principaux sujets de discussion. Et quelque part, elle me faisait comprendre à travers la description de sa relation que moi j'étais finalement le prince charmant, que j'étais celui qui était arrivé au bon moment et qui n'avait pas les défauts de Mathéo et qui allait lui permettre de pouvoir remonter la pente. Ce qui s'est passé, et vous comprendrez au fil du temps que la situation s'est rapidement inversée. Durant les premières descentes sur Bordeaux, j'ai eu affaire à ce que je pourrais qualifier de femme idéale. C'est-à-dire que la phase de love bombing a été vraiment très intense. On aimait les mêmes choses. Quand je dis qu'on aimait les mêmes choses, c'est que tous les goûts étaient similaires. Je lançais une musique, c'était sa musique préférée. Je regardais une émission, c'était son émission préférée. Je voulais regarder un film, c'était son film préféré. Et l'autre donnée qui m'a permis de constater les réseaux sociaux auront une certaine place durant cette vidéo. C'est-à-dire que c'était une personne qui avait très peu de passion et très peu de centre d'intérêt. Et via Instagram, j'avais remarqué qu'elle s'était abonnée à absolument tout ce que je suivais. Et je vous avoue qu'à cette époque, ça m'a laissé un peu perplexe, mais je me suis dit que finalement, c'était quelque chose de normal. C'était simplement une femme qui voulait s'intéresser au centre d'intérêt de son homme. Mais il est vrai que c'était vraiment très poussé. Mais pour autant, c'était pas suffisant à mes yeux pour me dire tu es face à une perverse narcissique. Et je pense que de toute façon, quand on est dans une relation amoureuse, au départ, on n'est pas forcément dans une appréhension de se dire mince alors, je suis face à une manipulatrice, je suis en train de me faire avoir. Non, pour moi, cela correspondait surtout au début d'une très belle relation.
Donc très rapidement, voilà, le côté j'aime les mêmes choses que toi, tout ce que tu fais m'intéresse. Très rapidement, elle m'a placé sur un piédestal, c'est-à-dire que j'étais, je vais employer un terme très fort, mais j'avais l'impression d'être un dieu pour elle. J'avais l'impression de vraiment être l'homme idéal, l'homme parfait. C'est la première fois de sa vie qu'elle était autant comprise, c'était la première fois de sa vie que quelqu'un lui accordait autant d'attention, c'était la première fois de sa vie vraiment où elle se sentait écoutée, libre, sans être jugée, ou ce genre de choses. Pour autant, malgré cette phase de love bombing, il y a eu certains sujets de discussion aussi qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, quand elle évoquait ses ex, c'était toujours de façon très négative. Quand elle évoquait des personnes de son entourage aussi, elle avait des façons de parler qui quand même laissaient apparaître un caractère dominant. Après, j'ai connu certaines femmes dominantes, mais il y a une différence entre être dominante et jouir finalement de la domination que tu as. Sur certaines personnes, elle allait jusqu'à dire qu'elle marchait sur telle ou telle personne, qu'elle pouvait écraser telle ou telle personne. Quand on évoquait une de ses conquêtes, c'était lui, je suis pas resté avec lui très longtemps parce que de toute façon, je l'aurais vraiment écrasé sur le long terme. Moi, en écoutant ça, c'est les premiers, on va dire que c'est les premiers vraiment mots qui ont commencé à me dire que Chloé était très multiple et que sous ses airs de petit ange ou de petit agneau, elle pouvait être aussi très dure et voire plus que ça. Mais pour autant, voilà, moi j'étais amoureux déjà, je suis tombé amoureux très rapidement d'elle et vu le feeling qu'on avait à côté, que ce soit sur les passions ou les centres d'intérêt, c'est pas quelque chose qui m'a donné envie de mettre un terme à notre relation. Au contraire, j'avais envie d'approfondir et de voir qu'est-ce qui pouvait se passer par la suite. Donc elle est descendue une fois sur Bordeaux, elle est descendue une deuxième fois sur Bordeaux. Et lors de sa deuxième descente, j'ai vu que la relation commençait, on va dire, à être de plus en plus sérieuse, et que j'étais au courant qu'elle avait eu des problèmes pour avoir des enfants. Je lui avais fait part de mon désir d'en avoir moi aussi un jour. C'est-à-dire que je lui avais dit très clairement que j'aurais du mal à être une femme qui ne pourrait pas avoir d'enfants, parce que voilà, je pense que comme beaucoup d'hommes aussi, c'est un but que j'ai dans la vie. J'aimerais être père un jour. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment où la phase de love bombing a commencé à s'accentuer de plus en plus. C'est-à-dire que à partir du moment où je lui ai dit ça, elle m'a carrément dit « Écoute, dans 3-4 mois, j'arrête la pilule et on tente de faire un enfant ». Elle commençait à évoquer le sujet du mariage, en me disant le mariage avec Mathéo n'avait aucun sens, avec toi ça en a, en gros t'étais l'homme de ma vie, tu es l'homme parfait et il faut suivre ce destin et on était fait pour se rencontrer. Je vous avoue aussi que j'étais un peu dans cette optique parce que j'avais vraiment la sensation d'avoir rencontré la femme de ma vie et d'entendre ça, c'était pas forcément quelque chose qui me choquait, même si évidemment la relation allait très très vite et c'est d'ailleurs ce qui se passe généralement quand vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, c'est que tout va très vite. Mais je pense que quand on est dans ce type de relation, on perd beaucoup en lucidité pour analyser les faits et les mots et on est surtout pris dans une spirale qui paraît tellement positive qu'on a du mal à analyser les faits comme je vous le dis. Donc finalement, moi j'étais complètement conquis par la personne que j'avais en face de moi et j'avais eu aussi quelques discussions avec sa mère qui me disait écoute, tu es enfin pas le gendre idéal, mais comparé au précédent, en tout cas, je suis très heureux que tu sois avec ma fille, je ne l'ai jamais vu autant rayonner depuis que vous êtes ensemble. Et c'était effectivement la sensation que j'avais, c'est qu'on était vraiment un couple idéal. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on avait tout pour aller ensemble. Bon, quand on arrivera sur d'autres étapes de la vidéo, vous comprendrez que finalement on n'avait pas grand-chose pour aller ensemble. La deuxième descente sur Bordeaux, malgré cette phase où elle a vraiment tout fait pour me prendre sous son aile, on va dire, ou du moins accentuer son emprise sur moi, c'est là aussi où j'ai pu commencer à remarquer l'un des traits de la pathologie de pervers narcissique, c'est la jalousie excessive. Alors,
Vous allez me dire, il y a des femmes jalouses, il y a des hommes jaloux. C'est pas parce qu'on est jaloux qu'on est forcément un manipulateur ou un pervers ou une perverse narcissique. Le truc étant, c'est qu'elle avait une façon très particulière d'exprimer sa jalousie. Alors je vais vous donner un exemple, et je vais vous donner même 2 exemples. Le premier exemple, c'était qu'on avait pris le parti, entre guillemets, de par sa volonté, comme elle me l'avait dit, je voudrais que notre amour soit éternel, je veux qu'on se dise absolument tout, je ne veux que personne ne puisse venir nuire à notre bonheur. Et donc j'avais une très belle femme qui était abonnée à ma page Instagram et qui mettait beaucoup de likes sur mes photos. Et cela a très vite gêné Chloé. Le truc étant, c'est qu'elle me l'avait pas dit directement, parce qu'elle avait une façon très particulière de faire passer ses messages. En fait, ce qu'elle faisait quand elle était jalouse, c'est qu'elle supprimait des photos qu'on prenait ensemble dans des moments de la vie quotidienne, on va dire. Et c'est comme ça que je remarquais que Chloé n'allait pas très bien ou ne supportait pas, entre guillemets, la présence d'autres femmes auprès de moi. Ce que j'en ai déduit, c'est qu'au-delà d'être jalouse, alors est-ce que c'était une phase de test au début pour voir comment j'allais réagir ? Sans doute, mais j'en ai déduit surtout que c'était pour créer de la frustration chez moi, et cela fonctionnait très bien. C'est-à-dire que supprimer des photos de nos souvenirs communs était quelque chose qui vraiment, oui, ça me faisait mal, tout simplement parce que c'est des photos que j'avais envie de conserver, c'était des souvenirs qu'on avait en commun, et c'était, même si c'était le début de la relation, c'était des choses auxquelles je tenais. Alors ça peut paraître très futile, mais j'avais du mal à comprendre ses réactions. Le deuxième exemple sur cette jalousie excessive, un jour j'ai posté une photo sur Instagram avec des fraises, et une autre nana est venue mettre un like dessus. Et là, ça a été une explosion de suppression de photos et de messages virulents, en gros, que je suis un homme à femme et que je ne la respecte pas, etc., etc. On parle d'un like sur une photo. Donc là, on était quand même vraiment sur plus que de la jalousie. Enfin, on est sur une forme de jalousie, mais qui, à mes yeux, est totalement excessive. Malgré cela, je pense que beaucoup d'hommes se seraient peut-être déjà barrés de ce type de relation ou l'auraient remis en place. J'étais peut-être à ma façon aussi soumis comme l'a été Mathéo, et j'avais pas envie de la perdre, parce que l'emprise qu'elle avait commencé à créer sur moi était déjà assez forte, et mis à part ces crises de jalousie, on avait un feeling qui était vraiment très 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 intense, et tout se passait à merveille hormis ça. Quand elle descendait sur Bordeaux, on va dire que Chloé, finalement, c'est ce que j'ai compris par la suite, s'inventait une sorte de vie parallèle en me confiant. Alors j'évolue dans le milieu artistique. Elle me confiait qu'elle voulait devenir mon agent, comme ça on pourrait être tout le temps ensemble, elle pourrait s'occuper de ma carrière professionnelle, ce genre de choses. À l'écouter, elle serait toujours là pour moi quand j'en aurais besoin. Alors, je dois avouer que ça me laissait perplexe d'un côté, mais moi, je me prenais à l'écouter avec beaucoup de passion parce que j'avais de la sensation d'avoir trouvé la femme idéale. Quand on allait dans des magasins, on allait vers les mêmes rayons, on allait vers les mêmes articles, vers les mêmes goûts au final. Comme je vous disais tout à l'heure au départ, moi, comment j'ai défini ça à partir de ces abonnements Instagram sur toutes les mêmes pages que j'aimais, c'est que finalement, j'utilise le terme en anglais de morphing, c'est-à-dire qu'elle était en train de copier ma personnalité en s'appropriant vraiment tout ce que j'aime jusqu'au tic de langage. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur la fin de notre relation, c'est que vraiment, elle utilisait, peut-être que vous le remarquerez dans la vidéo, mais je pense pas parce que j'essaie d'y faire attention maintenant, mais elle avait une façon de parler qui se rapprochait de plus en plus de la mienne, avec l'utilisation de tics de langage qui étaient vraiment similaires au mien. Et c'est pour ça que j'emploie ce terme de morphing, parce que j'avais l'impression qu'elle était venue prendre vraiment ce qui lui plaisait chez moi et que ça lui permettait finalement de remplir une sorte de ce que je vais appeler un vide intérieur. Malgré cela, Chloé m'avait précisé qu'elle voulait prendre son temps au début de notre relation. C'est-à-dire que
Le divorce n'était pas encore acté. Il fallait attendre un petit peu quand même avant de se projeter, même si on avait déjà évoqué le mariage, on avait déjà évoqué les enfants très rapidement. Je pense qu'elle a évoqué ces sujets très rapidement parce qu'elle a senti que c'était quelque chose qui comptait pour moi. Et si elle voulait me garder et avoir une emprise sur moi, il fallait aller plus ou moins dans mon sens. Malgré cette volonté de prendre son temps, Chloé a très vite pris la décision de descendre jusqu'à Bordeaux avec ses enfants. Alors c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions parce que, entre guillemets, pour quelqu'un qui veut prendre son temps, je trouvais que il y avait une forme d'accélération en plus avec un sujet délicat parce que quelque part les enfants sortent à peine viennent de vivre la séparation de leurs parents et rencontrent directement le nouveau copain de Chloé. Et ça a été un des événements où là, par la suite, j'ai compris vraiment que j'avais servi de jouet ou que j'étais une sorte de la proie, entre guillemets. C'est que durant cette période où donc, on a passé des vacances à 4 avec ses enfants, Chloé en a profité pour poster des photos sur les réseaux sociaux où on nous voyait ensemble avec ses enfants. Et dans ses contacts avec son entourage et avec des personnes qu'elle connaissait en commun avec Mathéo, d'une certaine façon, Mathéo devait, j'en suis quasiment persuadé, pouvait avoir accès à ces photos et à ces informations. Et quelque part, je pense que c'était une façon aussi de se venger de lui. C'est-à-dire que le fait d'avoir perdu sa proie de la façon dont elle l'a perdu à l'époque, c'est-à-dire que Mathéo avait commis un adultère, il fallait lui faire payer aussi, d'une certaine façon. Donc je pense que de voir les photos de ses enfants avec moi, et donc avec le nouveau, pouvait être une solution pour le faire souffrir. Alors je vous dis que j'en suis quasiment convaincu. On est sur du 99,9% vu la suite de la relation. Donc Chloé voulait prendre son temps, mais elle descendait avec les enfants et très rapidement les enfants m'ont identifié comme alors le terme est fort, mais ça vient de la bouche de Chloé, comme leur père quelque part. C'est-à-dire que le lien que les enfants avaient avec leur père était relativement faible et avec moi ça se passait très très bien. Donc il y a eu une sorte de projection de la part des enfants en se disant c'est notre nouveau papa. En même temps, on avait une amie en commun parce que je commençais à avoir des soupçons où je commençais à trouver la situation un peu ambiguë par moment. On avait une amie en commun qui m'avait confié qu'à l'époque où Chloé était célibataire, juste après la rupture avec Mathéo et avant que je me déplace jusqu'à elle, que Chloé en fait se dirigeait vers tous les hommes qui s'intéressaient à notre amie commune, que je vais appeler Lula. Et Lula avait eu je pense la bonne déduction, et c'est une déduction qu'on a fait à deux en discutant, c'est que malgré le fait qu'elle ait cette pathologie de perversion narcissique et que ça soit une belle femme, Chloé était une personne qui était vraiment en manque de confiance en soi sur certains sujets. Et le fait d'attirer, se diriger vers les mêmes hommes que Lula, finalement, lui permettait de se dire que Lula était une très 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 belle femme, de se dire, si j'arrive à avoir les mêmes hommes que Lula, quelque part, je suis au même niveau qu'elle. Ce qui est un petit peu vicieux, parce que d'une certaine façon il y avait une forme de manipulation vis-à-vis de Lula en se servant d'elle pour ensuite récupérer les prétendants de Lula. Ce qu'elle m'avait dit sur le sujet, parce que j'en ai discuté avec elle, très clairement on a eu la discussion, et c'est là où j'ai rencontré parce que Chloé était très multiple, une des personnalités de Chloé qui m'avait dit à l'époque oui, mais de toute façon, je faisais ça parce que je voulais vivre tous les rêves que Lula rêvait de vivre avec ses hommes.
Alors, ce genre de phrase est vraiment tendancieuse. C'est-à-dire, je vais vivre les rêves de quelqu'un. Tu as le droit d'avoir tes propres rêves, t'es pas forcé de t'approprier les rêves des autres, hein. C'est assez malsain comme procédé. Encore une fois, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il s'est pas barré à ce moment-là, parce que la fille quand même laissait apparaître certains dysfonctionnements, on va dire. Mais encore une fois, vu que ça se passait relativement bien entre nous et que en plus, il est vrai que le lien avec ses enfants était très fort, j'ai pas pris la décision de m'éloigner. Et surtout à cette époque, ce qui s'est accentué du côté de Chloé, c'est qu'elle était de plus en plus intrusive dans ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je postais quelque chose sur les réseaux sociaux, le premier commentaire, le premier like qui arrivait, c'était d'elle. Et elle laissait sa patte sur absolument toutes mes publications. C'est-à-dire avec des pronoms personnels du genre tu es mon artiste, tu es à moi, qu'est-ce que tu ferais sans moi, ou ce genre de choses. Et ça, je pense que c'était marquer son territoire d'une certaine façon et accentuer son emprise aussi, parce que le côté intrusif entre guillemets de ses actions me faisait sentir que de mon côté, je me disais tout simplement, elle tient à moi, elle a envie de me démontrer son amour, c'est une façon qu'elle a de me montrer qu'elle tient véritablement à moi. Dans les faits, avec du recul, je pense qu'effectivement c'était une solution pour augmenter son emprise, et éliminer les possibles prétendantes qui pouvaient me tourner autour. Alors je suis pas George Clooney, je suis pas Leonardo DiCaprio, mais il y avait quand même quelques filles dans mon entourage à qui je plaisais, mais moi là, j'étais totalement focalisé sur ma relation avec Chloé, et il n'y avait absolument aucune ambiguïté à ce niveau-là. J'étais amoureux d'elle, mais voilà, Chloé avait ce côté très 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 intrusif, et très sincèrement, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi intrusif dans ma vie, au point de vraiment de tout commenter, de limite s'approprier quelque part aussi ma réussite professionnelle. Alors pas de façon volontaire, parce que quand même elle me valorisait beaucoup, j'avais beaucoup de compliments, j'étais l'homme idéal, j'étais quasiment Picasso à l'écouter, et heureusement que j'avais une forme de lucidité sur mon travail, et pas un ego démesuré, parce que sinon dans ma tête je serais vite devenu encore plus doué que Picasso. Donc il y avait ce côté intrusif qui était de plus en plus présent, et puis cette discussion avec Lula m'avait laissé un peu perplexe malgré tout. À la suite de ces vacances avec ses enfants, il y a eu un autre événement marquant. On avait prévu de partir en vacances ensemble sur la fin de l'été, et je lui avais juste dit j'aimerais qu'on parte en vacances ensemble quelques jours. Je trouve que ça serait une belle étape, on va dire, à franchir dans notre couple, de s'offrir une petite semaine soit à l'étranger ou en France, ou au moins quelque part où on pourrait être un peu juste nous, et pas forcément dans le quotidien de nos deux villes respectives. Et très rapidement, sans que je n'ai jamais abordé le sujet, Chloé m'a envoyé un message en me disant écoute, moi je veux partir en vacances toute seule avec une amie à moi, il n'y a pas de raison que tu décides où on part en vacances, il n'y a pas de raison que tu aies un choix sur ça, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Et c'était la première fois vraiment où il y avait un vrai changement de comportement, où je sentais que, entre guillemets, c'était... alors, on a beau être ensemble, je fais ce que je veux, etc. Ce qui est normal, je veux dire, c'est pas parce qu'on est ensemble que je te vole ta liberté et que je vais t'imposer mes choix. Tout ce que j'avais dit à l'époque, c'est que j'aurais aimé qu'on puisse partir en vacances ensemble sur la fin de l'été. Donc quand on a eu cette discussion, moi je lui ai dit très clairement, écoute, tu fais ce que tu veux, tu peux très bien partir en vacances avec ton ami, et puis si tu le désires, on partira après, je veux dire, tu peux partir au début de l'été, au milieu de l'été, et puis sur les derniers jours, on s'offrira des vacances ensemble. Mais c'est là, à partir de ce moment-là, vraiment, où j'ai senti que il y avait comme un besoin perpétuel chez elle de prendre le contrôle et de tout dominer, mais dominer de façon vraiment virulente.
Donc elle est partie avec son ami, parce que moi je trouvais ça bien, c'est même sain, je veux dire, le but n'étant pas qu'on soit tout le temps l'un sur l'autre. Il est important que chacun ait ce qu'on va appeler un jardin secret. Donc elle est partie avec son ami en vacances, elle m'a envoyé des photos, elle m'a raconté comment ça se passait, parce qu'on avait une relation qui était vraiment très fusionnelle, c'est-à-dire qu'on échangeait tout le temps, on parlait tout le temps ensemble, on se confiait à peu près tout, parce que comme je vous l'avais dit précédemment, le credo de Chloé, c'était vraiment je veux qu'on se dise tout, je veux que notre amour soit éternel, je veux que personne ne vienne nuire à notre bonheur, et cela passera par une communication totale entre nous. Plus le côté intrusif, ça commençait déjà à faire beaucoup. Je commençais déjà à me dire est-ce que tu mènes ta vie ou est-ce que tu vas mener la vie que Chloé a décidé que tu allais mener. C'est encore une fois, c'est pas pour autant que je me suis éloigné d'elle, et c'est peut-être l'une de mes erreurs effectivement dans cette relation. Au retour des vacances avec son ami, c'est la première fois où, pour quelqu'un qui voulait prendre son temps, donc il y avait eu la descente avec les enfants, les vacances avec les enfants, où elle a commencé à évoquer le sujet d'habiter ensemble. Ça faisait exactement 2 à 3 mois qu'on était ensemble, donc là on allait à une vitesse plus rapide que le TGV et bien plus rapide que le TGV. Voilà, elle m'en a parlé en me disant écoute, je pense que ça peut être une bonne idée. Et encore une fois, c'est un événement qui aurait dû mettre vraiment la puce à l'oreille. C'est que, en vérité, ce que j'ai appris par la suite, c'était que c'était une fille qui avait un père très culpabilisateur et qui, à mon sens, alors ça encore une fois, je n'en ai absolument pas la certitude, mais on dit souvent sur le sujet que les pervers narcissiques le deviennent parce qu'ils ont été au contact de pervers narcissiques, et généralement dans leur famille. Ce que j'en ai déduit, c'est que son père, alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il était pervers narcissique, mais en tout cas il avait une très grosse emprise sur sa fille, ça c'est indéniable. Et de par le fait que les revenus de Chloé n'étaient pas si élevés que ça, le fait que je vienne habiter chez elle allait faire qu'on allait partager le loyer, et donc de pouvoir réduire ses frais. Et aussi d'un côté, si je venais habiter chez elle, l'emprise aurait été multipliée par je ne sais combien, puisqu'on aurait habité ensemble, et que j'aurais été, entre guillemets, le terme est un peu fort, mais dans ses griffes. Cette possibilité m'a séduit, je ne vais pas vous mentir, parce que j'étais complètement fou de cette fille, et j'avais la sensation, malgré les quelques événements qui m'avaient laissé perplexe, j'avais la sensation que ça aurait pu être encore une belle étape à franchir. Mais j'ai refusé de réaliser cette opération parce que je sentais que, au regard de mon travail, au regard du fait qu'elle ait 2 enfants, qui ne sont pas les miens, je ne trouvais pas que c'était sain d'aller aussi vite et de venir habiter chez elle. Donc j'avais pris la décision de plutôt m'orienter vers une recherche d'appartement dans une ville ou dans la même ville qu'elle, mais quelque chose qui ne soit pas directement chez elle. Je peux vous assurer que la réaction de Chloé a été vraiment... soit elle était en mode comédienne, mais en tout cas la déception de son côté était terrible, en mode j'espère que tu viendras quand même me voir, hein, tu vas quand même passer du temps avec moi, hein, parce que si t'habites pas chez moi, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Et on était encore quand même sur quelqu'un qui voulait prendre son temps, mais qui avait déjà évoqué le sujet des enfants, qui avait programmé l'arrêt de la pilule d'elle-même. Hein. Moi, j'avais juste dit que j'aimerais être père un jour. Hein. J'avais pas dit j'ai envie d'être père dans 3, 4, 5 ou 6 mois. Hein. Ça aurait pu être dans 4, 5, 6 ans, hein, en fonction de la relation et de comment elle évoluait surtout. Mais elle, voilà, malgré ce désir de prendre son temps, il y avait un monde entre la parole et les actes. Donc moi, j'avais pris la décision de faire une recherche d'appartement pour pouvoir me rapprocher d'elle. Je suis parti dans sa ville
pour passer des visites d'appartements. Elle, de son côté, elle regardait en même temps sur seloger.com les maisons qu'on pourrait prendre ensemble, si elle voulait déménager. Elle regardait aussi des appartements pour moi en me disant tiens, celui-là il est pas mal, tiens, celui-là il pourrait te correspondre, en plus il y a un coin jardin, donc quand je viendrai avec les enfants on pourra aller jouer dehors, etc. etc. Pour moi, tout se passait à merveille à ce moment-là. Je veux dire, hormis le fait que le TGV ait multiplié sa vitesse par 3 ou par 4, à partir du moment où la relation semblait idyllique, j'avais pas envie de l'arrêter, tout simplement. Et alors ça a été la première phase, entre guillemets, on est quand même sur un long descriptif de la relation. Mais à partir d'un événement, et c'est ce que les victimes généralement de pervers narcissiques racontent, ou les experts sur le sujet, je me définis pas comme un expert sur le sujet, je vous le dis tout de suite, racontent qu'il y a toujours un événement clé où le pervers narcissique va switch. C'est-à-dire son côté son côté femme idéale ou homme idéal va passer dans quelque chose de plus sournois, de plus vicieux et de plus sombre. Et ce que j'en ai déduit, c'est que en refusant de venir habiter chez elle, je pense qu'elle a commencé à comprendre que l'emprise qu'elle avait sur moi, finalement, n'était pas si élevée que ça. Et ensuite, il y a eu d'autres événements qui lui ont fait comprendre que j'avais beau accepter beaucoup de choses, je n'étais pas disposé à me plier à toutes ses volontés. Et finalement, donc, quelque part, je pense que le fait qu'elle ait remarqué que j'étais pas aussi disposé à accepter sa forme de domination, ou qu'on pourrait dire que son emprise n'était pas aussi forte sur moi, a eu un impact justement après sur la suite de notre relation. Il y avait eu également des discussions au préalable pourtant où elle m'avait confié, en plus de ce côté de plus en plus intrusif dans ma vie, elle m'avait confié que si elle le pouvait, en fonction du choix de la garde des enfants, elle hésitait à peut-être laisser ses enfants à Mathéo pour me suivre là où on voudrait habiter ensemble, à partir du moment où j'avais refusé d'habiter chez elle. Alors là, j'ai commencé à me dire, abandonner ses enfants alors qu'elle n'était pas sûre de pouvoir être mère au départ, et me sortir ça maintenant, là on était vraiment sur de la manipulation, parce que je ne pouvais pas croire à ça, me dire elle va abandonner ses enfants pour un type qu'elle connaît depuis quelques mois, alors qu'elle les a mis au monde et qu'elle n'était pas sûre de les avoir au départ avec la maladie qu'elle avait eue, C'était quand même très 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 ambigu comme position. On a eu encore une fois, après ce refus de venir habiter chez elle, il y a eu le retour également des suppressions de photos. Et là par contre, j'avais pris la décision vraiment d'avoir une discussion sérieuse avec elle sur le sujet. Et le problème étant, c'est qu'avec Chloé, avoir des discussions sérieuses, c'était assez compliqué, parce qu'elle avait un discours toujours assez flou. Et finalement, il fallait plus deviner ce qu'elle pensait que pouvoir faire des déductions avec ce qu'elle disait. Mais ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que à partir du moment où quelqu'un la faisait souffrir, elle ressentait un besoin immédiat de faire souffrir l'autre. Ce qui est déjà assez malsain, parce que je veux dire, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo ou précédemment, une fille qui met un like sur une de mes photos, j'ai pas été prendre un café avec une fille et j'ai pas échangé des messages avec cette fille, hein. J'ai juste reçu un like et moi j'ai rien demandé, hein. J'ai posté une photo, en l'occurrence c'était une photo de fraises, ça paraît très con à dire comme ça, mais c'était une photo d'un panier de fraises pris à la campagne, ça rendait bien, ça faisait une belle photo, et voilà, moi j'avais pas demandé à ce que quelqu'un mette je m'attendais à ce que des gens mettent des likes dessus, évidemment, mais le but n'était pas d'attirer une fille chez moi en postant une photo, quoi. Donc, je pense que voilà, le refus de venir habiter chez elle, plus cette discussion où j'ai pris le parti de un peu la mettre face à ses contradictions, a commencé à lui montrer que finalement l'emprise qu'elle avait sur moi n'était pas si élevée que ça. Mais voilà, j'avais quand même pris la décision de rechercher un appartement vers chez elle pour pouvoir me rapprocher d'elle et pour pouvoir franchir une étape, on va dire, dans notre couple. Durant cette période, ça m'a permis de pouvoir rencontrer ses amis.
son entourage proche, on va dire, enfin des amis proches. Et les liens se sont tissés assez rapidement avec ses amis parce que par chance entre guillemets, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais les amis dont elle était le plus proche venaient d'une ville que je connaissais très bien. Donc forcément, ça faisait un sujet de discussion au départ. Oui, tu connais tel endroit, oui, je le connais, j'y suis déjà allé, etc., etc. Et au début, je sentais que ça, plus ou moins, ça faisait plaisir à Chloé d'un côté, de voir que il y avait une possible intégration intéressante de mon côté avec son entourage. Ce qui a vite changé, hein. On va bientôt y arriver, mais ça n'a pas duré très 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 longtemps cette phase-là. Surtout durant cette période, ce que j'ai pu remarquer, parce que je suis resté un peu plus longtemps chez elle qu'auparavant, et quand elle venait chez moi, c'était sans ses enfants. Donc je pouvais pas avoir cet aperçu-là. C'est que en public, Chloé était la mère idéale, la femme idéale, mais alors en privé, on était proche du chaos. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était tyrannique, mais de toute façon, il y a pas de. Quand t'es tyrannique, c'est quelque chose de mauvais dans tous les cas. Mais c'était quelqu'un qui pouvait reprendre sa fille en disant ta gueule, quoi. À une gamine de 5 ans, je pense qu'il y a des meilleurs procédés d'éducation, on va dire. C'était quelqu'un aussi qui était toujours un peu dans la manipulation avec ses enfants. C'est-à-dire dans le sens où, c'est le sujet qu'on abordera sur la fin de la vidéo, c'est-à-dire que de par le fait que Mathéo, son ex-compagnon, ait plus de revenus qu'elle, mais après ça c'est de la petite manipulation, hein, mais elle avait peur vraiment que les enfants fassent le choix d'aller avec leur père plutôt qu'avec leur mère. Donc elle a commencé à acheter de plus en plus de cadeaux aux enfants. Elle appréciait le fait que moi aussi je leur en fasse. Quand un de ses enfants faisait une bêtise, au lieu de le reprendre, en fait, elle lui achetait un cadeau. Ce qui est quand même antinomique quelque part. Ça colle pas. Donc on était vraiment sur, j'ai envie de dire, sur un comportement manipulateur en permanence, et finalement elle se souciait pas vraiment de qui elle manipulait. Ce qu'elle me répétait aussi à partir de ce moment-là où j'avais refusé de venir habiter chez elle, alors ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre, enfin sur l'instant T en tout cas j'avais du mal à le comprendre, c'est qu'elle me disait tu sais je peux te quitter quand je veux parce que c'est toi qui as décidé qu'on se mette en couple. Mais la décision de se mettre en couple, généralement, c'est quand même 2 personnes qui prennent la décision. Je veux dire, il n'y a pas une personne qui décide, tiens, on se met en couple, je te force à être avec moi. Et je sentais qu'elle faisait planer un peu ce doute auprès de ma personne, alors peut-être pour me tester, ou pour voir l'ascendant, et si justement pour tester à nouveau son emprise sur moi. Excusez-moi. Pour tester son emprise sur moi, pour voir comment je réagissais. Et moi, j'avoue que je restais relativement perplexe par rapport à ça, parce que je disais, mais c'est pas moi qui ai décidé qu'on se mette en couple. Je veux dire, moi, je suis venu chez toi, et toi, tu as pris la décision de descendre plusieurs fois jusqu'à chez moi. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de descendre avec les enfants, et c'est toi qui as pris cette décision-là. Donc là, vraiment, on était sur... les doutes que j'avais par rapport à sa personnalité étaient de plus en plus accentués. Un autre événement marquant qui m'a permis de comprendre son fonctionnement et d'être persuadé qu'on était face à une perverse narcissique, c'était en gros, elle était témoin de mariage de sa meilleure amie, et elle avait à charge entre guillemets d'organiser le week-end d'avant mariage entre filles, le petit week-end de fête qu'on s'offre avant un mariage, avant de franchir le pas. Et ça collait en fait au moment où on allait partir en vacances ensemble. Et pendant tout le trajet, donc pour aller jusqu'au lieu dit de nos vacances, elle était en conversation via WhatsApp avec un groupe d'amis, qui est le groupe d'amis de la personne qui devait se marier. Et Chloé avait fait la proposition de passer un week-end dans un parc d'attractions avec tous les frais que cela peut comporter. Et là, vraiment, il y a une personne qui a décidé de la contester en lui disant, mais pas de façon bête et méchante, hein, en lui disant juste, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée parce que ça coûte cher, quoi. Enfin, dire, tout le monde n'a pas les moyens de faire un déplacement jusqu'à Paris pour rejoindre un parc d'attractions. Il faut rajouter le prix du parc d'attractions, il faut rajouter l'hôtel, etc., etc.
Et alors là, à ce moment-là, j'ai vu pour la première fois de ma vie Chloé se transformer en un démon absolu, une rage impossible à contenir. Alors, en plus, elle conduisait, donc moi j'étais un petit peu inquiet, j'avais pas envie de finir dans le décor pour une histoire de mariage qui allait s'organiser. Il fallait absolument que Chloé remette en place cette personne. Ça passait par des longs messages vocaux, de plus en plus virulents. Alors moi j'étais à côté, j'essayais de la tempérer en lui disant écoute, est-ce que tu veux qu'on s'arrête pour régler ce litige entre guillemets, ou est-ce que tu préférerais pas peut-être mettre de côté ton téléphone, te concentrer sur la route et puis on verra ça plus tard en arrivant, ou en tout cas. Non, pour Chloé il fallait absolument régler le problème tout de suite, et c'était un carnage à écouter, et le groupe d'amis en question s'est scindé en deux parce que justement les personnes présentes dans ce groupe ne supportaient pas d'entendre autant de haine déversée pour si peu, quoi. Et là j'ai commencé à comprendre que le petit agneau et la petite fille gentille en apparence que j'avais rencontrée au début, notamment pendant cette phase de love bombing, elle était vraiment multiple, et multiple pas forcément dans le bon sens du terme. Donc là, vraiment, je me suis dit, alors, toi, t'es heureux de la retrouver pour passer des vacances avec elle, mais du coup, vu qu'elle est multiple, tu vas avoir affaire à quelle Chloé ? Et malheureusement, j'ai pas eu affaire à la meilleure Chloé. J'ai pas eu affaire à la Chloé des débuts, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est à partir du moment où j'ai refusé d'habiter chez elle où vraiment j'ai eu affaire à la vraie Chloé entre guillemets. C'est-à-dire que la phase de love bombing était passée. Elle m'avait testé, elle avait compris qu'elle avait une certaine forme d'emprise sur moi, même si elle n'était pas si prononcée que ça, mais que voilà, j'étais amoureux et que j'avais peur de la perdre, donc elle pouvait se permettre certaines choses. Bon, malgré ça, on est quand même arrivé en vie jusqu'au lieu-dit des vacances. Et là, un autre événement, vous allez me dire, il y a eu beaucoup d'événements, hein, mais j'essaye d'être le plus synthétique possible, même si la vidéo est déjà très très longue, et je ne sais pas si vous aurez eu le courage de rester jusque-là, je l'espère en tout cas. Un autre événement est intervenu, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux occupaient une place assez forte dans notre couple, et j'avais remarqué que Chloé en fait s'abonnait à des pages en plus de s'être abonnée à tous mes goûts, toutes mes passions, tous mes centres d'intérêt, à tous les mecs en gros qu'elle pouvait trouver sur les réseaux sociaux qui étaient beaux gosses. Voilà. Donc pour quelqu'un qui m'avait dit je veux que personne vienne nuire à notre bonheur, qui m'avait fait me couper de mes possibles prétendantes, je m'étais dit ce que tu me demandes de faire, tu ne le fais pas toi-même. Donc j'ai pris le parti de lui dire ouvertement, mais attends, tu te fous de ma gueule. Enfin, je veux dire, tu me demandes de me couper de mes prétendantes, mais toi tu vas à la recherche de nouveaux prétendants. Et là, ça a été, mais non, mais tu comprends, c'est comme des acteurs, je veux dire, je leur parle, on échange par message, mais il n'y a rien, il se passe rien de spécial. Mais la démarche, déjà, était quand même assez ambiguë, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu laisses des gens qui te tournent autour venir te parler, que tu te mets à échanger avec eux, quelque part, tu leur laisses, tu leur dis que la porte est plus ou moins ouverte, ou alors au moins tu les mets en salle d'attente. C'est-à-dire que, à mes yeux, ce qu'elle était en train de prévoir déjà, c'était voilà, j'ai compris que l'emprise que j'avais sur l'emprise qu'elle avait sur moi n'était pas si élevée, donc quelque part il fallait prévoir un plan B, un plan C, un plan D, ou je ne sais combien de plans de secours. Donc moi j'ai pris le parti vraiment de lui dire écoute, ça me gêne, parce que j'ai l'impression que tu fais ça pour mettre entre guillemets ces hommes dans la salle d'attente. Et en plus de ça, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle commençait encore à supprimer des photos où on était ensemble. Donc quelque part ça voulait dire, en tout cas c'est mes déductions et j'en suis persuadé, c'était le fait de supprimer les photos où on était ensemble. Mais les mecs qui pouvaient s'abonner à sa page entre guillemets voyaient qu'elle était peut-être célibataire. Ou en tout cas qu'il y avait pas un attachement si prononcé que ça pour son copain, en tout cas. Donc là vraiment je me suis dit à quoi vont ressembler les vacances, hein, parce que si on commence comme ça alors qu'au tout début de notre relation c'était idyllique, la passion était présente à chaque instant, je me suis dit les vacances vont être très compliquées. Je me suis pas trompé, à mon grand regret. Je me suis pas trompé, on est arrivé donc sur le lieu-dit des vacances,
Et là, vraiment, elle a tout fait, et j'en ai parlé avec un psychologue, justement, sur le sujet, qui m'a raconté que c'était quelque chose qui était assez récurrent dans les cas de perversion narcissique. C'est qu'elle a tout fait pour déclencher des clashs entre nous, ou au moins que je la remette en place pour engendrer un clash. C'est-à-dire qu'elle se plaignait sur absolument tout. Il fait pas beau, les magasins, c'est pas ça qui me convient. Il est vrai que la météo n'était pas exceptionnelle, mais de là à répéter pendant 3 jours intensifs que la météo est horrible, j'avais l'impression qu'elle avait envie de gâcher les vacances, ou au moins de provoquer un clash pour pouvoir avoir une raison soit de me quitter, soit ensuite de me dire « Ah bah tiens, regarde, c'est toi qui veux qu'on se prenne la tête ». Et c'est là où le comportement d'un pervers ou d'une perverse narcissique est vraiment très vicieux, parce qu'il vous amène finalement sur un scénario que eux créent d'eux-mêmes et après vont vous le reprocher. Et bon, moi j'avais pris le parti de prendre sur moi et d'être toujours... parce que je suis quelqu'un de relativement calme. Ça peut dépendre des moments, mais je suis quelqu'un de relativement calme. Et j'essayais plutôt de lui dire de prendre les choses sous un autre angle. De dire, si on s'aime et si on est vraiment amoureux, je veux dire, bon, ok, le mauvais temps, c'est un peu chiant, quoi, mais c'est de là à se plaindre pendant 3 jours. Au moins, on peut profiter de se retrouver, d'être ensemble. On n'est pas dans le quotidien de notre travail. On peut profiter un peu et puis voilà, quoi. Bon, on a quand même passé des bonnes vacances, mais bon, voilà, quand vous allez comprendre après la fin de la relation, je veux dire, on a passé des bonnes vacances, surtout parce qu'on a, voilà, le nombre de rapports sexuels a été très, 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 très élevé. Donc, pour elle, les bonnes vacances passaient par là. Moi, les bonnes vacances, c'est passé par le fait d'être avec elle, de passer un bon moment, et puis je m'en foutais un petit peu qu'il n'y ait pas de soleil, je veux dire. Quand t'es amoureux, tu passes un moment avec la personne que t'aimes, et voilà, ça peut te suffire. Donc, au retour des vacances, j'étais quand même assez inquiet sur la suite de notre relation, parce que je me disais, voilà, j'ai l'impression que la fille des débuts, très joviale, très heureuse d'être avec moi, qui devait être toujours là pour moi, etc., bah, finalement, avait quand même beaucoup changé de comportement et m'avait affiché certains traits de sa personnalité qui étaient quand même très néfastes pour son entourage. Et surtout, comme je vous l'ai dit, j'avais pu passer du temps chez elle avec ses enfants et voir que la personne qu'on voyait en public n'était absolument pas la personne qui était en privé, avec alors elle aimait à dire qu'il fallait que tout soit parfait autour d'elle, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'elle était vraiment capable de ranger ce qui était déjà rangé, en fait. Elle avait un désir de perfection qui était poussé à l'absolu. Alors je connais des gens qui sont perfectionnistes, je le suis aussi à ma façon dans mon travail, mais là c'était de façon exacerbée. Et j'en reviens encore à me poser la question de qui arrive à définir la perfection. Parce que je veux dire, les gens qui sont perfectionnistes, à quel moment ils sont capables de dire bon bah là j'ai atteint la perfection. C'est quand même très prétentieux de dire ah bah vu que j'ai fait ça comme ça, c'est bon, c'est parfait, quoi. Mais Chloé était vraiment dans cette démarche de tout doit être parfait, que ce soit autour d'elle notamment. Et pour le coup, moi voilà, j'avais commencé à perdre un peu de poids. J'étais plus forcément au top de ma forme. De par le fait que j'avais un rythme professionnel qui était très élevé, j'avais vraiment beaucoup de travail et j'avais perdu du poids et finalement j'étais plus aussi attirant, je pense, qu'au début de notre relation, et ça a dû jouer après sur la suite de notre relation. Au retour de ces vacances, je suis rentré chez moi, elle est rentrée chez elle, et vu qu'on avait évoqué donc ce désir de se rapprocher, enfin elle, c'était surtout le désir que je vienne habiter chez elle, parce que je pense que c'est ce qui lui aurait permis d'avoir une emprise totale sur moi, parce que si j'avais accepté, ça voulait vraiment dire en gros c'est bon, quoi, il est à moi, entre guillemets, il va venir habiter chez moi, ça veut dire qu'il est complètement fou de moi et qu'il est prêt à tout pour qu'on vive ensemble. Au retour des vacances, donc moi j'avais programmé des visites d'appartements pour pouvoir me rapprocher d'elle. On a été visiter un de ses appartements ensemble. Et pour le coup, vu que l'appartement en question était... la première visite correspondait plus ou moins à ce que moi j'espérais pouvoir trouver comme appartement, j'ai décidé de
sauter le pas, d'arrêter, de signer le bail. Et à aucun moment, Chloé m'avait dit que ça la gênait. Au contraire, Chloé était elle avait l'air en tout cas assez heureuse de la situation. Et puis surtout, elle était disposée à être garante s'il le fallait. Elle m'avait expliqué que si j'avais besoin d'internet, en attendant que la connexion soit active dans cet appartement, je pourrais venir chez elle. Que m'avait même proposé à un moment donné que son entourage puisse m'aider pour le déménagement ou ce genre de choses. Donc pour moi, on était encore malgré tous les événements qui s'étaient passés et qui m'avaient laissé avoir quelques soupçons sur sa personnalité, j'avais la sensation qu'on était en train de franchir une étape dans notre couple. Alors certes, de façon très rapide, et même de façon justement peut-être trop rapide, ça c'est un fait difficilement contestable, mais voilà, j'avais la sensation que c'était encore une nouvelle étape qu'on allait franchir et que ce serait sans doute bénéfique pour notre couple. Je m'étais bien trompé. À la suite de la visite de l'appartement, je suis rentré sur Bordeaux, et c'est là où vraiment Chloé a totalement changé de comportement à mon égard. Et pour le coup, j'avais pas vraiment d'explication à ça, parce que de mon côté, j'avais pas vraiment changé. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais perdu du poids à raison d'un rythme particulier pendant mon travail, mais j'étais toujours la même personne. J'avais pas changé de caractère. Tout ce qu'elle avait vu au départ de moi était toujours présent. J'étais toujours un homme aimant. J'avais toujours énormément d'attention à son égard et je faisais toujours le maximum vraiment pour qu'elle se sente bien. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, quand je l'ai rencontrée, elle pesait 43 kilos et elle était passée à 51 ou 52 kilos depuis, parce que j'avais vraiment fait le maximum pour qu'elle reprenne un rythme alimentaire sain et qu'elle fasse le nécessaire pour aller mieux, tout simplement, parce que c'était la femme que j'aimais. Et ça me rendait triste de voir que la dépression qu'elle avait eue à la suite de sa rupture avec Mathéo ait eu un tel impact sur elle. Pour revenir justement sur cette rupture, je pense que la blessure narcissique qu'elle a dû vivre en se considérant comme une femme parfaite et comme une mère parfaite a dû être terrible. Et justement, il y a eu un événement où à un moment donné, elle a éclaté en sanglots devant moi en me disant « Oh, mais de toute façon, si j'étais si parfaite, il ne m'aurait pas quittée. » J'avoue que j'avais été un peu perplexe parce que, au regard de ce qu'elle me disait de lui, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un pervers narcissique qui la faisait souffrir, etc., alors qu'au final, c'était plutôt donc un homme soumis, sans caractère et qui se laissait marcher dessus. Bon, d'un côté, c'était peut-être mieux justement qu'ils en arrivent à cette séparation, malgré effectivement que ça ait un impact sur les enfants, et ça, je peux comprendre effectivement que ça soit quelque chose de difficile à vivre. Je suis donc rentré chez moi et voilà, son comportement a complètement changé. Elle avait déjà des phrases assez culpabilisantes à mon égard, mais là, ça s'est multiplié par 10 ou par 15, c'est-à-dire que mon physique commençait à en prendre de plus en plus pour son grade, on va dire, parce que comme je vous le dis, autour de Chloé, tout devait être parfait, donc forcément, moi aussi, je devais être parfait. Et l'une des autres facettes de Chloé que j'ai découvert à cette période, c'est le côté, entre guillemets, je ne vais pas aller jusqu'à employer le mot haine, mais un certain mépris par rapport à la gente masculine. C'est-à-dire que de façon générale, ça elle me l'avait dit ouvertement, en gros tous les hommes sont juste des mecs qui pensent à serrer des nanas. Dès qu'ils voient une nana dans la rue, ils pensent directement à la sauter. Tous les hommes ont besoin d'une maman. C'est toujours la femme dans un couple qui tient l'équilibre. Elle m'avait expliqué également que dans une relation familiale, les enfants préféraient toujours leur mère. Ce genre de choses. Alors, pour le coup, moi, j'étais pas spécialement d'accord. Je lui avais fait part de mon avis sur la question. Pour moi, c'est une question d'équilibre et puis une question d'alternance. Il y a des choses que les enfants vont préférer faire avec leur mère, et puis d'autres qui vont préférer faire avec leur père. Aussi, je pense qu'il y a une différence entre un petit garçon qui aura peut-être un lien plus prononcé avec son père, de par des passions au niveau du sport, et puis ce genre de choses. Mais en aucun cas, je pense que tous les enfants préfèrent leur mère à leur père. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça.
Ceci étant, la modification de son comportement, vraiment à la suite de la prise de cet appartement, a été vraiment visible. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, j'avais rencontré une partie de son entourage, j'avais rencontré des amis à elle, et au départ, elle était très fière de m'avoir présenté à eux, et c'était le début, comme je vous l'ai dit, d'une possible belle intégration. On est arrivé à un stade où elle m'expliquait clairement ça me saoule que mes amis parlent de toi, ça me saoule que mes enfants parlent de toi, je veux dire, j'en ai marre que entre guillemets, alors le mot réclame est peut-être un peu fort, mais je pense que c'était un petit peu ça, c'est-à-dire que les gens lui demandaient quand est-ce qu'on va le voir, est-ce qu'il va revenir, comment ça se passe, etc. Et c'est là où j'ai compris, en fait, au fur et à mesure que, de par cette pathologie de perverse narcissique, justement, il lui fallait avoir le rôle de la star. C'était quelque chose qui était très important pour elle, c'était vraiment d'être mis en avant et que ça soit elle vraiment qui attire la lumière. Sauf qu'à partir du moment où moi je m'entendais bien avec ses amis et que ses enfants m'appréciaient, finalement j'étais pas une star, hein, mais j'étais une personne qui était appréciée. Donc quelque part pour elle c'était devenu gênant, alors que ça ne l'était pas avant la prise de l'appartement. Donc j'avoue avoir été un peu choqué par ce changement de comportement, mais finalement que je trouve assez logique quand on suit le déroulé de la relation, c'est-à-dire qu'une personne comme ça, comme je vous le dis, a vraiment besoin d'être mis en avant et d'être considérée comme la star. Malgré ce changement de comportement, ça c'est l'événement sans doute qui m'a le plus éclairé sur sa personnalité. Et malgré toutes les phrases culpabilisatrices ou le changement de comportement qu'elle a eu à la suite de cet événement, j'avais une mise en avant professionnelle de par un événement en rapport avec mon travail. Et c'est quelque chose qui pouvait lui permettre à elle de se mettre en avant également dans une association dans laquelle elle travaillait. Elle en a profité donc pour mettre en avant ma réussite professionnelle de partout sur les réseaux sociaux, en s'exposant avec des photos postées, et cet acte-là en fait lui permettait de montrer aux gens dans cette association qu'elle connaissait du monde. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'elle m'avait confié, c'est qu'elle avait déjà évoqué au sein de cette association avec les personnes qui y travaillaient. Elle leur avait dit regardez avec qui je suis, je peux avoir des contacts, je connais du monde. Donc c'est là où j'ai compris, et en me renseignant sur le sujet aussi, c'est que les pervers narcissiques, dans certains cas, sont des personnes qui n'ont pas pu s'accomplir au niveau soit professionnel, soit au niveau sportif, ou au niveau où ils l'auraient espéré dans une discipline. Et quelque part, vu que moi, professionnellement, j'ai réussi, toute proportion gardée, à atteindre un certain niveau de popularité, et en tout cas de valorisation de mon travail, je pense que Chloé, quelque part, à travers ma profession, cherchait à vivre un peu par procuration la réussite qu'elle n'avait pas eue. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas eu la carrière qu'elle aurait qu'elle avait espéré pouvoir embrasser dans le sport, et ce n'était pas mon cas. Moi, j'avais réussi à atteindre justement mes objectifs, et j'avais l'impression vraiment qu'elle avait ce besoin de s'approprier ma réussite pour se mettre en avant, et quelque part aussi, ça, comme je vous le dis, ma réussite lui permettait de se mettre en avant auprès de beaucoup de personnes. Alors, je le dis vraiment sans aucune prétention, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue, et je n'étais pas le seul à l'avoir, comme je vous ai dit qu'on avait des personnes qu'on connaissait en commun et qui m'avaient confié la même chose, qui m'avaient dit c'est un peu ambigu la façon dont elle expose ton travail, et on a plutôt l'impression qu'elle s'expose, elle, à travers ton travail, plus qu'une exposition de ton travail, justement. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris que j'étais une sorte de jouet, en fait, et que je lui permettais de se mettre en avant. L'autre point qui m'a fait comprendre qu'elle souffrait de ce type de pathologie, et qu'elle avait vraiment
un besoin exacerbé d'être la star et de tout le temps avoir le contrôle sur tout et qu'on la considère comme étant la mère parfaite, la femme parfaite. C'est le dernier événement qui a, à mon avis, acté notre rupture. Je devais me rendre à un week-end qu'elle avait organisé au sein de cette association. Et malheureusement, j'avais oublié mon passe sanitaire le jour où je devais prendre le train. Alors là, pour le coup, ça a été, pour moi, c'est l'élément déclencheur. D'après elle, il y a un autre élément déclencheur que je vais vous expliquer après. Mais pour elle, pour moi, ça a été l'élément déclencheur. De par le fait que, malgré qu'elle ait organisé tout à la perfection, ses enfants ont très mal vécu le fait que je sois absent. Son fils en a pleuré. Et son fils pleurait assez régulièrement quand je n'étais pas là. Et pour une femme qui considère, comme je vous l'ai dit précédemment, que les enfants préfèrent préfèrent la mère, dans une relation de famille, je pense que ça a dû un peu la faire chuter de son piédestal, de se dire finalement, en peu de temps, il a réussi à créer un lien très fort, alors que même Mathéo n'était pas parvenu à le faire. Et même si j'avais organisé cet événement à la perfection, mes enfants ont été déçus. Et ça, pour moi, c'est un fait difficilement contestable. J'ai l'intime conviction qu'il y avait une forme de jalousie par rapport à ça. Et je trouve que c'est quelque chose de très malsain. Parce que quand tu es dans un couple, je pense que c'est juste une question d'équilibre à trouver. Et ce n'est pas pour autant que si son fils pleurait de mon absence, ça ne veut pas dire qu'il me préférait à sa mère. Ça fait juste dire qu'il était déçu et qu'il aurait aimé que je sois là. Mais pour elle, j'ai vraiment senti qu'il y avait une forme de jalousie par rapport à ça, en se disant peu importe ce que je fais et peu importe la perfection que je mets en œuvre pour organiser un événement, s'il n'est pas là, mes enfants sont déçus. Donc quelque part, la place qu'il a prise est trop importante. Mais comme je vous le rappelle et comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, c'est elle qui a tout fait pour que ce lien se développe avec les enfants. Et vous allez comprendre donc à la conclusion de cette vidéo pourquoi justement elle avait mis ce stratagème en place. À la suite donc de cet événement où j'ai manqué mon train, donc là on est arrivé vraiment sur une modification encore plus prononcée de son comportement. Je rappelle juste que j'avais raté mon train et surtout l'événement durait sur un week-end entier et je devais la rejoindre le vendredi et j'aurais très bien pu arriver le samedi ou le vendredi soir un peu plus tard en prenant un autre train. Et finalement Chloé a fait le maximum pour que je ne puisse pas venir, en me disant non, en gros c'est pas la peine que tu viennes, ou alors viens dimanche après l'événement en question. Ce que j'en ai déduit, c'est que durant cet événement, elle a eu la possibilité de rencontrer beaucoup d'hommes. Et donc, quelque part, d'être libre sans moi et de pouvoir profiter de tous ces hommes qui, comme elle me l'a dit après, de façon assez sournoise, l'avaient draguée. Et on va dire qu'elle s'en est beaucoup targuée devant moi en me disant... j'étais le centre d'attention des hommes, ils sont tous venus me draguer, c'était appréciable, et patati et patata. Et à travers le fait qu'elle me raconte cette histoire de cette façon-là, j'ai compris que c'était une façon de me faire souffrir aussi. C'était de me dire, j'étais bien sans toi, ça a été d'après elle la meilleure journée de sa vie, je cite vraiment, la meilleure journée de sa vie, tout était bien parce que je n'étais pas là. Donc voilà, moi j'avais rien fait de mal, j'avais raté mon train, certes, mais c'était pas non plus la fin du monde, et pourtant voilà, le but étant, à mon avis, d'utiliser ces phrases très culpabilisatrices, de me faire comprendre que en gros, voilà, tout s'était déroulé à merveille, parce que j'étais absent. Finalement, donc, je suis arrivé chez elle le mardi. J'aurais pu, donc, comme je vous l'ai dit, arriver soit le vendredi soir, soit le samedi ou soit le dimanche, mais je suis arrivé le mardi et immédiatement j'ai compris que là j'avais affaire à est-ce que c'était la vraie facette de Chloé ou est-ce que c'était une de ces comment dire,
Elle aimait à répéter qu'elle était multiple, et effectivement là oui c'était une autre Chloé, c'est-à-dire que en arrivant, j'avais pris le parti de lui apporter du thé, parce que ça faisait un moment qu'elle me disait qu'elle souffrait de la gorge et qu'elle avait un rendez-vous avec un spécialiste parce que ça durait depuis un moment. J'avais fait le maximum pour qu'elle avance le rendez-vous parce que je m'inquiétais pour son état, très sincèrement. Et donc j'étais arrivé avec quelques cadeaux aussi pour les enfants parce que d'un côté, moi je culpabilisais d'avoir manqué cet événement, et surtout quand elle m'avait expliqué que son fils avait pleuré de mon absence, et oui effectivement j'en ai culpabilisé parce que voilà, c'est normal, j'avais pas envie, je suis quelqu'un d'assez empathique quand même, donc j'avais des regrets entre guillemets d'avoir fait souffrir le petit, même si à aucun moment donné je me suis considéré comme son père, et que j'ai toujours fait très attention durant notre relation à ne pas prendre ce rôle. C'est ce que je lui répétais très souvent d'ailleurs au début de notre relation, c'est qu'il fallait faire très attention à ça. C'est-à-dire que même si Mathéo n'était pas un bon père d'après Chloé, il y avait des règles à respecter et je ne serais jamais leur père, et c'était pas à moi d'assumer ce rôle, et que de son côté elle devait faire le maximum pour que justement les enfants l'intègrent. Voilà. Alors, quand je suis arrivé, le discours de Chloé était vraiment alors méchant, c'est un terme simple, mais on va utiliser ce terme-là. C'est-à-dire que désormais j'étais l'homme qui s'était incrusté dans sa vie, alors que si vous avez suivi jusqu'ici l'histoire, je m'étais déplacé jusqu'à elle, et c'est elle qui est descendue après plusieurs fois jusqu'à chez moi, qui est descendue avec ses enfants. À aucun moment j'avais la sensation de m'être incrusté dans sa vie. Je veux dire, c'est comme la phrase qu'elle me répétait très souvent, de toute façon je peux te quitter quand je veux parce que c'est toi qui as décidé qu'on se met en couple. Évidemment, comme je le rappelle, c'est pas une personne qui décide qu'on se met en couple, c'est quand même les deux personnes qui décident à un moment donné de se mettre en couple. Quand j'ai fait remarquer à sa fille que ça faisait maintenant 6 mois qu'on se connaissait, sa fille était en même temps en train de jouer à un jeu, elle était occupée, donc elle n'a pas forcément prêté attention à ça, et Chloé m'a regardé en rigolant, en me disant tiens, regarde, elle s'en fout complètement, et là oui, j'ai commencé à voir une forme de jouissance de son côté de faire mal à l'autre, ce qui est quand même très malsain, et qui me confirme qu'elle prenait du plaisir quand elle faisait souffrir l'autre. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, elle m'avait déjà expliqué que quand quelqu'un la faisait souffrir, elle ressentait le besoin immédiatement de se venger. Alors là, on est passé au niveau multiplié par 100 au niveau de la vengeance. J'ai entendu des phrases du genre physiquement tu me plais même plus, avec un sourire. Donc là c'était quand même très, très malsain, alors que quelques semaines auparavant elle était heureuse que j'arrive chez elle, elle m'avait proposé de venir habiter chez elle. Je veux dire, tout ce qui lui plaisait chez moi finalement était devenu des choses mauvaises. Mon travail qu'elle avait tant admiré, qu'elle avait tant mis en avant, était devenu un problème. Elle m'avait même dit il est temps d'aller chercher un vrai travail parce que c'est pas un vrai travail que tu as, alors que pour autant elle a toujours mis en avant mon travail, et c'était quelque chose qui lui permettait de s'exposer aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, de se mettre en avant auprès de l'association dans laquelle elle travaillait. Et donc, face à ce torrent de méchanceté, alors je le résume simplement, parce qu'on est déjà à une vidéo qui est très très longue, j'ai pris le parti, entre guillemets, de lui dire que moi je ne comprenais plus du tout où on en était, que j'avais pas changé, que c'est elle qui avait changé de comportement, ou alors qui finalement avait affiché sa vraie personnalité. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je pense tout simplement que après la phase de love bombing, pour elle, il était temps de considérer que l'emprise était si forte sur moi qu'il était possible d'afficher sa vraie personnalité. J'avais pas la sensation qu'elle voulait me quitter. J'avais la sensation vraiment qu'elle voulait qu'on continue cette relation. Mais moi j'étais arrivé à un point où voilà, j'étais à bout, très sincèrement. J'avais l'impression d'avoir été vidé,
Et surtout, j'avais du mal à raisonner de façon logique face à tant de revirements de bord, de changements de situation et puis de dramatisation par rapport à des événements qui ne méritaient pas de l'être quelque part. Et c'est là aussi où j'ai compris vraiment qu'elle agissait par projection, c'est-à-dire que tout ce qui avait été fait de façon immature de son côté, la descente avec les enfants très rapidement, la jalousie excessive, ou ce genre de choses, finalement, elle les projetait sur moi. C'est-à-dire que moi, j'étais un homme extraordinaire au début de la relation, même au fil de la relation, et finalement, j'étais devenu un gamin immature, qui devait se remettre en question, alors que, à mon avis, ça serait plutôt elle qui devrait se remettre en question. Mais voilà, moi, je lui ai fait part de ça, et puis elle m'a dit... mais moi, j'ai pas besoin de me remettre en question, j'ai pas envie de changer, je suis très bien comme je suis. Et pourtant, voilà, moi j'ai la conviction que donc cette femme est une perverse narcissique. Mais alors, est-ce que les pervers narcissiques sont capables de se remettre en question ? Ça, je ne pense pas. Et donc, comme je vous ai dit, je suis arrivé le mardi. Et le matin, au moment donné où on a essayé d'avoir une discussion, je lui ai dit très clairement, parce que j'étais à bout, et c'est la première chose qui est sortie de façon relativement intuitive, c'est que je lui ai dit, voilà, tu m'avais dit que Mathéo était un pervers narcissique, je n'y crois pas, et je pense que c'est toi, la perverse narcissique. Entre guillemets, le fait d'avoir été démasqué, ou au moins d'avoir entendu ces mots, m'a permis ensuite de voir vraiment la méchanceté qu'elle était capable d'avoir. C'est-à-dire que vraiment, après, ça peut être compréhensible, parce que quand un pervers narcissique est démasqué, à mon avis, ça peut le plonger dans un état de fureur. C'est-à-dire que elle n'était pas du tout elle avait compris, je pense, elle n'avait plus aucune emprise sur moi à partir du moment où je lui avais révélé ce que je pensais d'elle. Donc finalement, pourquoi cacher sa vraie personnalité et autant se lâcher. Et là, voilà, j'ai eu affaire à un torrent de haine terrible. Et on en arrive à la conclusion de cette vidéo. Finalement, moi, ce que j'en ai déduit, et j'ai pris du temps vraiment pour réfléchir sur le sujet, j'en ai discuté avec des psychologues, j'en ai discuté avec un psychiatre. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je me suis énormément renseigné sur le sujet. Ce que j'en ai déduit, en fait, c'est qu'au début de notre relation, Chloé a énormément idéalisé ma profession et a considéré que je pouvais représenter un bon parti sur la durée. Elle venait d'être ruinée à la suite de son divorce et de l'achat d'un bien immobilier avec Mathéo, et elle me répétait très souvent que sa situation était dramatique financièrement. D'un autre côté, elle me répétait aussi souvent que ses enfants me préféraient déjà à leur père, et finalement, si la garde des enfants se décidait devant un juge, le fait que ses enfants m'apprécient vraiment pouvait représenter une corde supplémentaire à son arc pour pouvoir avoir la garde de ses enfants. Donc quelque part, parce que Mathéo avait une bonne situation financière, et elle me le disait souvent qu'elle avait peur justement de ça, que les enfants se laissent amadouer entre guillemets par les cadeaux que Mathéo pouvait leur offrir. Face à cette surenchère potentielle de cadeaux que Mathéo pouvait réaliser grâce à sa situation, Chloé avait choisi, on va dire, d'autres munitions, c'est-à-dire la présence à ses côtés d'un homme qui était apprécié par ses enfants. Et puis surtout, elle avait vraiment peur d'être isolée dans cette ville, sans proie, sans personne pour avoir du soutien, parce qu'au moment où on s'est rencontrés, elle n'avait pas beaucoup d'amis et elle n'avait pas intégré l'association dans laquelle je vous ai parlé. C'est vraiment moi qui l'ai encouragée à se diriger vers cette association, de voir de plus en plus de monde justement pour vraiment s'intégrer dans cette ville, même si ce n'était pas elle qui avait fait le choix au départ de rejoindre le centre de la France. Donc j'avais vraiment endossé mon rôle de petit chevalier blanc naïf, hein, en faisant tout pour qu'elle se sente bien dans une ville où elle me disait clairement que pour elle c'était la fin du monde d'habiter ici, et elle avait la sensation d'avoir raté sa vie parce qu'elle était bloquée dans cette ville. Elle qui rêvait de suivre une carrière professionnelle glorieuse ne pouvait pas reprendre ses études de par sa situation géographique qui était éloignée de grandes écoles.
Donc voilà, et ce que j'en ai déduit vraiment, c'est que j'ai servi d'un jouet pour lui permettre d'assurer, en cas de passage devant le juge pour la décision des enfants, et que ces enfants c'est pas les enfants qui décident où ils vont évidemment, mais on prend en considération leur avis et surtout on étudie un peu le milieu dans lequel les enfants évoluent pour savoir si la garde doit aller au père ou à la mère. Et au moment où je l'ai rencontré, et ça a duré pendant un temps, Chloé mélangeait l'alcool et les médicaments. Donc si une assistante sociale par exemple était passée chez elle, je pense difficilement qu'elle aurait obtenu la garde de ses enfants. Donc il lui fallait un environnement stable et quelque part il lui fallait se remettre sur selle grâce à quelqu'un pour pouvoir redevenir quelqu'un de stable entre guillemets. Si un pervers narcissique peut être stable, je pense que c'est le cas, mais en tout cas elle, à l'époque où je l'ai rencontrée, ce n'était pas du tout le cas. Moi de mon côté, on va être clair, le jouet n'était plus utile en fait. C'est-à-dire que physiquement, comme je vous dis, j'avais perdu un peu de poids. Elle avait compris que l'emprise qu'elle avait sur moi finalement n'était pas si élevée. Et voilà, c'était le moment donné d'arrêter cette relation et de... Alors est-ce que c'est elle qui m'a quitté ou est-ce que c'est moi qui l'ai quittée en lui révélant qu'elle était une perverse narcissique ? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais très sincèrement, avant que je lui dise que je considère qu'elle était une perverse narcissique, je pense qu'elle voulait quand même continuer cette relation parce qu'elle m'avait confié qu'elle préférait qu'elle aurait aimé qu'on continue au rythme où elle venait chez moi, je venais chez elle et qu'on pouvait reprendre une sorte de cycle un peu moins rapide et qui lui permettrait quand même de conserver une proie à ses côtés. Mais bon, voilà, à partir du moment où le masque est tombé, là, j'ai compris que qui était la vraie Chloé, et elle me l'a plus ou moins révélé d'elle-même par la suite en me disant que justement, effectivement, elle avait été fausse durant notre relation. Elle me l'a dit très clairement, qu'elle s'était servie de moi. Elle me l'a dit très clairement aussi. Alors, elle m'a pas dit dans quel but, mais moi je considère que c'était dans ce but justement d'avoir une sorte de corde supplémentaire à son arc pour vis-à-vis de la garde de ses enfants, et également aussi dans ce côté qui est propre à la pathologie de la perversion narcissique, de pouvoir se mettre en avant grâce à un homme qui a réussi sur le plan professionnel. Le mot est fort parce que pour le coup la réussite n'est pas forcément financière, et c'est ce qu'elle a remarqué aussi sur la fin de notre relation. C'est que, comme je vous le dis, je pense qu'elle a beaucoup idéalisé le fait que ma profession me rapportait énormément d'argent, et le pervers narcissique est quelqu'un de matérialiste aussi, c'est-à-dire qu'elle avait été ruinée financièrement, donc je pouvais lui permettre de sans doute se relancer si j'avais beaucoup d'argent, ce qui n'était pas le cas. Et tous ces faits additionnés finalement faisaient que le jouet n'était pas utile à l'usage, et il était temps de passer à un nouveau jouet, sans doute moins usé par son comportement ravageur. Alors pour le coup, je ne vais pas vous dire que je ne lui en veux pas, parce que honnêtement ça serait quand même assez... je ne vais pas vous dire que je lui en veux pas, mais je peux comprendre honnêtement comment elle en est arrivée là et pourquoi elle a eu ce besoin de me manipuler. L'autre donnée aussi à savoir, c'est que je n'étais pas, et ça je l'ai appris après la rupture, ce coup de love bombing, tu es l'homme de ma vie, j'ai pas été le seul à l'avoir eu à la suite de sa rupture avec Mathéo. Ça a été la même chose avec un autre homme, où la relation a été beaucoup plus courte parce que finalement lui ne lui plaisait pas autant que ça physiquement, et Chloé avait compris qu'elle pouvait avoir beaucoup d'hommes de toute façon, donc lui était intéressant parce que c'était un très bon parti pour le coup, mais voilà, physiquement il ne lui plaisait pas autant que ça. Et comme elle me l'avait confié, au niveau sexuel, j'étais je reprends ces termes, mais j'étais un coup extraordinaire, hein. Donc je suis désolé, il n'y a aucune prétention dans ça, vraiment, c'est ce qu'elle m'avait dit, et ça participait donc à avoir un jouet qui était utile au début. Après,
quand j'ai commencé à comprendre comment elle était, moi je ressentais beaucoup moins de désir pour elle. Et je ne considère pas qu'on va baser une relation saine uniquement sur les rapports sexuels. Ce que Chloé m'avait aussi confié, c'est qu'elle consultait un psychologue justement, parce que quand je lui ai confié que je pensais qu'elle était une perverse narcissique, elle me l'a confié directement en me disant que effectivement elle consultait pour ça, parce que, pour ça directement je ne sais pas, mais qu'elle savait en tout cas qu'elle souffrait de certaines pathologies et de failles narcissiques. Donc est-ce que avec ce psychologue, elle a évoqué le sujet de la perversion narcissique? Je ne pense pas. Ce que je pense et ce que j'ai discuté donc avec certains psychologues, c'est que les pervers narcissiques, dans le cas d'une consultation, le font pour se donner bonne conscience, ou alors le font dans le cas de Chloé, je pense, pour obtenir des médicaments. C'est-à-dire dans le sens où, à la suite de la perte de Mathéo et donc de sa proie et de sa victime la plus prononcée, parce qu'ils sont quand même restés 10 ans ensemble, eh bien, il lui fallait des médicaments, entre guillemets, pour pouvoir dormir tranquillement le soir. Donc je pense que l'intérêt vraiment pour elle de consulter, c'était ça. Ce qui m'a amené à penser ça, c'est que, voilà, après, comme je vous ai dit aussi pendant la vidéo, c'est que la mythomanie est quand même une composante très présente chez les pervers narcissiques. La seule conclusion de son psychologue, c'était madame, il vous faut juste un homme en fait. Mais quand on confie très peu de choses, ou à mon avis 30 à 40% de la réalité des choses, je pense qu'il est difficile pour un psychologue ou pour un psychiatre de pouvoir vraiment analyser la situation. Donc voilà, après, le fait que, entre guillemets, elle ait compris que l'emprise sur moi n'était pas si élevée que ça, je vais me permettre de vous lire une citation que j'ai trouvée sur un article que je vous mettrai en lien. Le pervers narcissique ne commence à se désintéresser de sa victime que lorsqu'il a compris que la manipulation mentale n'opère plus. Cela suppose que la culpabilité ne fonctionne plus, que les mensonges et autres renversements de situation ne trompent plus personne et que sa communication à sens unique n'obtient plus aucune réponse. Et là, pour moi, on est vraiment dans cette situation parce que avant que je lui révèle que à mes yeux, qu'elle est une perverse narcissique, je lui avais fait comprendre que pour moi, tout ce qui était suppression de photos, ou jalousie excessive, ou intrusion dans ma vie était vraiment quelque chose de plus en plus pesant et qui n'était pas sain. Et je pense que ça a été le moment où elle s'est dit, bon bah voilà, je veux dire, le jouet n'est plus utile, il a compris, donc autant mettre un terme à cette relation. À la suite de cette rupture, les mots employés de son côté et la façon de me traiter m'ont démontré vraiment à quel point il n'y avait aucune empathie de son côté, ce que j'avais plus ou moins déjà remarqué pendant la relation. Et de toute façon, à partir du moment où elle m'avait révélé qu'elle était fausse durant notre relation et qu'elle s'était servie de moi jusqu'à me laisser prendre un appartement, ce qui quand même n'est pas rien, c'est-à-dire que ça engage des frais financiers, ça engage un déménagement, donc j'ai laissé quand même beaucoup d'argent. Je ne considère pas que ça soit l'aspect le plus destructeur, parce que ce qui est le plus destructeur finalement, c'est de se dire qu'on a été mis sur un piédestal par quelqu'un qu'on a vraiment aimé, parce que je l'ai aimé sincèrement, et de se retrouver plus ou moins du jour au lendemain à être à ses yeux un moins que rien. Et le terme est faible quand je repense aux mots qu'elle m'a dit. Ça par contre c'est assez destructeur parce que tu ressasses énormément les événements, tu vas beaucoup culpabiliser, à te poser des questions sur qu'est-ce que tu as mal fait, qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire, et en ayant repris vraiment la chronologie des faits, je n'ai toujours pas la réponse à la question, et je pense que de toute façon, depuis le début, dans sa tête, le scénario était orchestré de cette façon, c'est-à-dire je vais être avec lui pour pouvoir remonter la pente. En plus, c'est un bon coup, donc je vais pouvoir m'amuser sexuellement avec lui. Et quand le jouet sera trop usé, écoute, on le remplacera, tout simplement. Ensuite, je lui ai permis, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, d'être une vengeance par rapport à Mathéo. Ça je vous l'avais pas dit, mais je vous le dis sur la fin de la vidéo. Mathéo ne m'appréciait pas du tout.
C'est-à-dire que sans doute qu'au début, où il avait peut-être compris que j'avais une attirance pour Chloé, et sans doute que voilà, il avait peur peut-être que Chloé se dirige vers moi, et il ne m'appréciait pas. Donc quelque part, de se venger de lui en s'affichant avec ses enfants en photo, que Chloé s'affiche en photo avec ses enfants et avec moi, à mon avis, devait vraiment le faire souffrir, et c'est quelque chose qui est très vicieux. Je sais que ses enfants ont parlé de notre relation quand ils étaient avec leur père, et je pense que ça a été une forme de vengeance de la part de Chloé vis-à-vis de cette personne, parce que Chloé est une personne, perverse narcissique, ça à mes yeux c'est une évidence, et tout ce que ça comprend avec, c'est-à-dire des personnes vraiment méchantes, rancunières, vicieuses, et avec un désir de vengeance terrible. Ensuite, ce qui lui a servi, enfin à quoi j'ai servi aussi, et ça j'en suis persuadé, c'est que les pervers narcissiques ont un tel vide intérieur et une absence d'empathie et une absence de certaines qualités morales que je pense elle était venue chercher chez moi. C'est-à-dire que je ne dis pas ça pour me vanter, mais comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très empathique, de très bienveillant, de déterminé quand j'entame quelque chose, que ce soit un projet professionnel ou dans mes passions. Et ce n'était pas son cas. Et je pense qu'à mon contact, elle a voulu un peu apprendre certains mécanismes, ou au moins drainer, on va dire, certaines qualités qu'elle n'avait pas. Et ce qui m'a fait comprendre ça, en tout cas sur la fin de la relation, c'est notamment par l'utilisation des tics de langage. Enfin, c'était vraiment sur la fin, ça je l'ai vraiment remarqué sur la fin, mais l'utilisation des tics de langage, c'était vraiment quelque chose de très 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 prononcé. Ensuite, une phrase qu'elle m'a prononcée et qui m'a orienté aussi également vers le fait qu'il s'agissait d'une perverse narcissique, c'est qu'elle m'avait expliqué j'ai quitté beaucoup d'hommes que j'aimais. Alors, je trouve que c'est une phrase assez particulière, dans le sens où le beaucoup déjà laisse à penser qu'il y a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Et généralement, quand on aime quelqu'un, j'ai du mal à comprendre qu'on le quitte. Enfin, je pense qu'on cherche toujours des solutions, alors si on aime vraiment. Donc, ce que j'en ai déduit, c'est que, en fait, elle a quitté des proies qu'elle avait vidées, tout simplement. Et c'est ce qu'elle m'a confié à la suite de notre rupture, c'est qu'elle m'avait quitté. Moi, je considère que c'est elle qui m'a quitté de toute façon, parce que je lui ai révélé ses pathologies et que je lui ai fait comprendre que, entre guillemets, j'avais vu ce qui se cachait derrière le masque. Mais je pense que voilà, elle a quitté beaucoup d'hommes qu'elle avait vidés. Et comme elle me l'a dit tout simplement à la suite de notre rupture, elle m'a quitté parce qu'elle a vu que j'étais au bout du rouleau. Mais pourquoi j'étais au bout du rouleau, quand je parle de remise en question, quand vous êtes face à une personne qui est capable de changer d'avis toutes les 10 secondes, de changer d'humeur entre 5 et 10 fois dans la même journée, de passer d'un état je suis heureuse à je suis horrible, je deviens tyrannique, c'est quand même très difficile à supporter. Donc je pense qu'il y avait une certaine logique à être usée de mon côté. Et surtout, comme je vous l'ai dit, j'avais un rythme professionnel qui était très élevé, avec beaucoup d'heures de travail. Et en même temps, j'avais mon déménagement à organiser. Donc j'étais au bout du rouleau. Mais est-ce que c'est une raison pour quitter un homme avec lequel tu as évoqué le mariage, les enfants, la prise d'un appartement? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des façons d'améliorer la situation. Mais à partir du moment où je lui ai fait comprendre que pour moi elle était une perverse narcissique, de toute façon je n'avais plus d'intérêt pour elle et il était temps de passer à un nouveau jouet. Et justement ce qu'elle m'a révélé à la suite de notre rupture, c'est que elle a rencontré quelqu'un très rapidement et qu'elle s'est remise avec quelqu'un très très rapidement. Donc voilà, je pense que un nouveau jouet a fait son apparition. Je ne lui souhaite aucun mal à cette personne. J'irais même jusqu'à dire que, parce que je suis pas un esprit vengeur ou mesquin, même si je vous avouerai que j'ai jamais souhaité de souffrance aux gens ou de malheur aux gens, même à ceux qui m'ont fait du mal dans la vie, mais c'est peut-être la première personne, on va dire, où j'aimerais bien que le karma la rattrape, entre guillemets, parce que manipuler quelqu'un à ce point-là, c'est-à-dire que
Si vraiment elle aurait pu mettre un terme à cette relation bien plus tôt, elle aurait pu m'éviter de prendre cet appartement. Mais comme je vous l'ai dit, moi je pense qu'elle voulait continuer cette relation à partir du moment où elle a pensé pendant un long moment qu'elle avait une emprise très forte sur moi. Et elle, ce qu'elle m'a dit tout simplement, c'est que elle avait été trop gentille avec moi pendant trop longtemps. En gros, se donner le plus beau rôle dans la relation, qu'elle en était arrivée maintenant à se dire mais qu'est-ce que j'ai pu te trouver comme qualité, comment j'ai pu me mettre avec un homme comme toi, alors que avant cet événement où je lui ai révélé qu'à mes yeux elle était une perverse narcissique, avant tout ça j'étais l'homme idéal, malgré les phrases culpabilisatrices et la façon dont elle avait de me rabaisser par certains moments. Cela n'empêche que à ses yeux, et quand elle parlait de moi à ses amis ou quand elle en parlait sur les réseaux sociaux, j'étais toujours le meilleur. Voilà, ce genre d'adjectif était employé. Et puis surtout, quelques jours avant notre rupture, elle avait bien pris le temps d'exposer un de mes projets professionnels en mettant un texte où voilà, elle se targuait de vivre l'amour parfait avec un homme extraordinaire. Donc voilà, ça, je pense que le fait de lui avoir révélé qu'elle était une perverse narcissique lui a fait comprendre que voilà, il était temps de passer à un nouveau jouet. Et aujourd'hui, elle est avec, selon ses mots, avec un homme extraordinaire, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, alors je vous avais dit que la vidéo allait être très longue, on est arrivé jusqu'à 1h40, j'aurais aimé faire plus court et être beaucoup plus synthétique, mais je vous avoue que c'était difficile parce qu'il y a eu beaucoup d'événements au cours de cette relation et c'est quand même assez difficile à résumer. J'espère sincèrement que cette vidéo pourra aider des personnes, avoir des clés de compréhension sur comment fonctionne ce type de pathologie. Ce que je vais faire pour conclure cette vidéo, c'est je vais vous lire quelques citations qui mettent en avant justement cette pathologie-là, et qui m'ont amené justement à, comme je vous l'ai dit, je trouve déjà que le terme de greffer le terme de pervers narcissique à quelqu'un, alors c'est un terme qui est beaucoup galvaudé et qui est un peu à la mode, donc j'ai voulu vraiment faire très attention avant de faire cette vidéo. Et j'ai pris le temps d'énormément me documenter sur le sujet, de mettre en corrélation ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu et les discussions que j'ai pu avoir avec des psychologues et avec un psychiatre sur le sujet, pour pouvoir comprendre justement ce qui m'était arrivé. Et donc je vais vous lire quelques citations qui collent entre guillemets à ce qui s'est passé durant cette relation. Et je vais essayer de greffer encore quelques parties de cette relation en fonction de ces citations. La première citation, c'est « La caractéristique principale du pervers narcissique est son besoin de se faire du bien en faisant du mal à autrui et notamment en dévalorisant l'autre. Selon sa conception, il est lui-même parfait, essentiellement bon, et tout ce qu'il peut contenir de mauvais, il va l'attribuer à l'autre. La honte, la culpabilité qu'il provoque ainsi chez sa victime, nourrissent un sentiment de bien-être en lui permettant de se sentir irréprochable et puissant, puisque c'est l'autre qui souffre d'un mal dont il s'est déchargé sur lui. » Typiquement là, on était dans toutes les phrases culpabilisatrices. C'est-à-dire que je ne suis pas un gamin immature, comme elle me l'a fait remarquer à nombreuses reprises, et dans tous les choix, tous les actes qu'elle m'a montrés, et je ne suis pas le seul à le penser, parce que j'ai eu des avis externes sur cette personne aussi, c'était elle la personne, et c'est elle la personne la plus immature que j'ai rencontrée jusque-là. Parce que quand tu as une trentaine d'années, quand tu décides de descendre avec tes enfants jusqu'à chez moi, sans mesurer l'impact que ça peut avoir sur eux, bon, je pense que là tu as atteint le summum de l'immaturité, parce qu'il est assez logique qu'au vu de la rupture récente, la projection des enfants se fasse très rapidement, en considérant que le nouveau copain va devenir le père, et quelque part leur nouveau père. Et pour le coup, j'ai eu une discussion hier avec une femme qui a exactement le même âge qu'elle, et qui m'a expliqué que elle, justement, elle ne ferait jamais ça, et que
Il était en aucun cas imaginable qu'au bout de quelques mois ou même quelques semaines, ses enfants rencontrent la nouvelle personne avec laquelle elle s'est mise, parce il faut que ça soit sain et que les enfants considèrent que leur père est leur père biologique. La deuxième citation, le pervers narcissique craint ainsi autant la solitude que les personnes qu'il ne peut pas soumettre. Il a besoin d'avoir toujours auprès de lui quelqu'un, une victime qu'il veut utiliser pour se mettre en valeur, pour se détourner de son propre néant, de sa propre réalité peu glorieuse, peu honorable. Il va donc essayer soit de s'approprier les qualités de sa victime, soit de la détruire en reportant sur elle ses propres défauts. Donc là, on est encore sur ce rejet, entre guillemets, de ses défauts à elle, c'est-à-dire jalousie excessive, immaturité, méchanceté gratuite. C'est-à-dire qu'à un moment donné de la relation, c'était moi qui étais devenu méchant et qui était un tyran à son égard, alors que ça n'a jamais été le cas. Plus que les biens matériels, ce sont les qualités morales, autrement les plus difficiles à voler, que cherche à s'approprier le pervers. La joie de vivre, la sensibilité, l'aptitude à la communication, la créativité, les dons musicaux ou littéraires. Comme je vous l'ai dit au départ de la vidéo, ou à un certain moment de la vidéo, je ne me souviens plus, cette personne n'avait absolument aucune passion et aucun centre d'intérêt. Et elle a très vite pris tout ce qui était en rapport avec ça chez moi. C'est-à-dire que tous mes centres d'intérêt, toutes mes passions sont devenues les siennes. Troisième citation, les pervers narcissiques ressentent une envie très intense à l'égard de ceux qui leur semblent posséder des choses qu'ils n'ont pas ou simplement tirent plaisir de leur vie. Ce désir d'appropriation peut être d'ordre social, comme de séduire un partenaire qui les introduira dans un milieu qu'ils envient, haute bourgeoisie, milieu intellectuel ou artistique. Le bénéfice qu'ils en attendent est de posséder un faire-valoir qui leur permettra d'accéder au pouvoir. Ils s'attaqueront ensuite à ce faire-valoir, cherchant à détruire en lui l'estime de soi et la confiance en soi, afin d'augmenter à leurs yeux leur propre valeur. Typiquement, comme je vous l'ai dit, ma réussite professionnelle, toute proportion gardée et sans réussite financière, lui permettait de se mettre en avant auprès de son entourage et de dire quelque part regardez avec qui je suis. Et comme je vous l'ai dit, elle en a profité à certains moments au sein de l'association dans laquelle elle était pour dire voilà, moi j'ai des contacts, moi je connais du monde et quelque part je ne suis pas une simple fille vu que je suis avec telle personne. L'autre citation, le pervers narcissique n'a pas vraiment d'estime de soi. Il l'a étouffé il y a longtemps en cherchant une manière d'apaiser une douleur qui lui était intolérable. Au plus profond de lui, il se déteste. Sans un miroir reflétant sa beauté, il sombrerait dans la dépression et serait incapable de fonctionner psychologiquement parlant. Sans l'énergie d'une autre personne, les narcissiques cessent d'exister et c'est quelque chose qu'ils ont secrètement en horreur. Cette dépendance aux autres afin d'assouvir leurs besoins. Naturellement, les personnes présentes dans leur vie seront punies par l'abandon et la cruauté. Le pervers narcissique n'établit pas de limite entre soi et l'autre, il incorpore les qualités de l'autre, se les attribue pour pallier les faiblesses de sa véritable personnalité et se donner une apparence grandiose. Et c'est là où je pense, comme je vous le dis, qu'elle est venue chercher chez moi, et je vous le dis mais vraiment sans aucune prétention, parce que c'est des qualités qui sont propres à beaucoup de personnes, c'est-à-dire que l'empathie, la générosité, l'écoute de l'autre, la détermination ou ce genre de qualités font partie de ma personnalité et ce n'est des qualités qu'elle n'avait pas. Comme je vous l'ai dit, elle rêvait d'embrasser une carrière sportive, elle n'a pas réussi à l'atteindre. Elle rêvait d'avoir une profession très glorieuse, s'imaginer. Alors la profession exacte, elle m'a jamais confié exactement quel était son rêve professionnel, mais elle n'avait pas atteint le rang social qu'elle espérait atteindre, et je pense qu'à travers ma profession, donc, elle était là aussi pour vivre un peu par procuration ce qu'elle avait raté. Et les portes que pouvait m'ouvrir le milieu dans lequel j'évolue lui aurait aussi permis d'y accéder d'une certaine façon et de profiter de ma réussite tout simplement. Et ça, comme je vous l'ai dit à un moment donné dans la vidéo, j'étais pas la seule personne à le penser, et quand elle évoquait mon travail, on m'a souvent dit que c'était quand même très ambigu et qu'on avait plus l'impression qu'elle se mettait elle en avant plus que mon travail. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Alors je vais m'excuser pour la durée. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, j'espère sincèrement qu'elle pourra aider des personnes. Je l'espère, en tout cas. Je vous souhaite bon courage si vous êtes dans une relation avec une perverse narcissique. Généralement, le conseil qu'on donne, c'est de fuir le plus rapidement possible. Mais si vous avez des enfants en commun avec cette personne, ou si vous habitez sous le même toit que cette personne,
J'imagine que c'est une situation compliquée à vivre, donc je vous souhaite en tout cas bon courage et je vous remercie pour l'écoute.